Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 24e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel. Nous poursuivons cette journée dédiée au forum littéraire New Worlds of Fantasy avec une nouvelle réflexion autour des imaginaires écologiques organisée pour la 2e année consécutive en collaboration avec l'Observatoire des récits et imaginaires de l'Anthropocène de l'Université de Lausanne, et en particulier avec son coordinateur Colin Palich, que je profite déjà de remercier pour son soutien dans l'élaboration de cet événement. La discussion s'articule cette fois autour du care pour faire écho à la thématique de notre rétrospective Take Care, qui jette un regard attentif aux soins sous toutes ses formes au travers d'une sélection de films retraçant un siècle de cinéma fantastique. Il est donc question d'explorer aujourd'hui le potentiel de la création artistique en général et de la littérature fantastique en particulier à prendre soin du vivant. Pour ce faire, nous avons réuni un panel aux perspectives complémentaires pour mener une réflexion au carrefour de la philosophie, de la littérature et de l'écologie politique. Deux choses encore avant de laisser la place à nos invités. Premièrement, cet événement fait partie de notre parcours Éco-conscience en séance qui réunit des films et événements en lien avec l'écologie. Donc n'hésitez pas à le consulter et puis à aller voir ces films et ces événements pour enrichir et compléter votre perspective sur le sujet. Et finalement, la table ronde sera suivie d'une séance de dédicace juste à la sortie de la salle. N'hésitez pas aussi de profiter de cet événement, de cette occasion, pour poursuivre la discussion avec donc Katie Stewart et Vincent Gerber qui feront des dédicaces. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose d'accueillir chaleureusement sur scène notre panel composé de Katie Stewart, Sylvie Alouche, Vincent Gerber et Colin Palich. Voilà, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Un immense merci évidemment comme d'habitude à Nadège et à l'ensemble de l'équipe du NIF. Cette année, c'est toujours un très très grand plaisir pour nous de venir, de tisser comme ça au fur et à mesure ces différentes collaborations autour de tous ces éléments que Nadège a très bien rappelé. C'est un plaisir aussi personnel et collectif de pouvoir être là cet après-midi avec vous. Peut-être un petit mot pour commencer sur l'intitulé de cette table ronde qui peut paraître surprenant. À première vue, quand la question du soin peut-être ou du care n'est pas la première qui vient à l'esprit lorsque on songe aux récits écologiques de science-fiction et de fantastique. On aurait plutôt en tête des images de dévastation, d'apocalypse, des immeubles en ruine, des villes désertées où règne la loi du plus fort. Pourtant, toute apocalypse porte en elle un renouveau. Les mondes qui meurent dans les fictions en annoncent toujours d'autres, meilleurs peut-être, en tout cas, à naître et à construire. Quelle place pour la compassion, pour la solidarité, pour l'empathie dans ces futurs-là? Peut-on s'en inspirer pour guider notre présent? En un mot, le soin sera-t-il l'avenir de l'être humain? Et pour explorer cet après-midi cette question fondamentale, il ne fallait pas moins de 3 spécialistes que je vais présenter brièvement. Tout d'abord, Katie Stewart. Donc Katie, tu es autrice de science-fiction, essayiste, docteur en psychologie. Tu as publié de nombreuses nouvelles touchant autant au genre du fantastique qu'à celui de la science-fiction. Ton roman « L'Évangile selon Myriam » a remporté en 2022 le prix Rosny-Aîné du meilleur roman. Et en 2024, tu es l'autrice d'une novella intitulée « Foodistan, après la fin », FAIM, après la fin du monde, aux éditions Argile. En 2023, tu as également signé un essai intitulé « Le futur au pluriel, réparer la science-fiction » aux éditions de l'Inframonde, et tu collabores entre autres avec l'Université de la Pluralité. Ensuite, Vincent Gerber, à la gauche de Katie Stewart. Vincent, tu es essayiste, spécialiste d'écologie sociale en général, et de l'œuvre de Murray Bookchin en particulier, auquel tu as consacré un essai en 2013. L'une de tes autres passions, c'est bien entendu la science-fiction, puisque tu es l'auteur en 2024 d'un essai stimulant « L'imaginaire au pouvoir, science-fiction, politique et utopie » que tu dédicaceras tout à l'heure pour celles et ceux qui souhaitent le découvrir ou qui n'ont pas encore découvert ton essai, aux éditions donc, du Passager clandestin, et c'est un essai qui a reçu le prix Martin Lessard la même année. Tu es également président de l'Association des Amis de la Maison d'Ailleurs, le musée de la science-fiction à Yverdon, de l'utopie et des voyages extraordinaires. Et tu travailles actuellement entre Lausanne et Genève pour les éditions Hérolimite et pour les éditions Antipode. Et finalement, Sylvie Alouche. Sylvie, tu es
philosophe, spécialiste de philosophie des sciences et technologies et maîtresse de conférences à l'Université catholique de Lyon, et membre du programme ICAR sur les industries culturelles et créatives piloté par le CNRS. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Tu t'intéresses plus spécifiquement aux enjeux moraux du progrès technoscientifique et donc, tout naturellement, aux implications philosophiques et politiques de la science-fiction. Et tu as co-dirigé en 2023 un volume collectif intitulé « Sécurité et politique dans les séries de super-héros » chez Vrin. Voilà pour notre panel de cet après-midi. Un grand merci évidemment à chacune et à chacun pour votre présence cet après-midi. Peut-être que la première question qu'on peut se poser pour lancer un petit peu les affaires, la discussion, c'est sur cette notion de care. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion de care? Quelle est son histoire sur le plan philosophique? Est-ce que je me tourne vers la philosophe que tu es, Sylvie, pour nous rappeler un petit peu les principaux éléments de cette définition, de ce terme? Alors, je ne sais pas si on m'entend parce que j'ai eu la mauvaise idée d'enlever mes lunettes. Et du coup, je crois que sur le plan technique... Apparemment, oui. Ça va? C'est bon? OK. Oui, alors la notion de care, C-A-R-E, alors déjà, c'est un mot anglais. Pourquoi ne le traduit-on pas? Parce qu'on a l'impression qu'il est intraduisible. Quand on essaye de le traduire, on dit soit soin, soit sollicitude. Donc le care, c'est quelque chose entre les deux. La notion vient d'une psychologue américaine qui s'appelle Carol Gilligan et qui a publié en 1982 un livre qui est intitulé en anglais « In a Different Voice » et sous-titré « Psychological Theory on Women's Development ». Et donc, ça a été traduit par « Une voix différente » pour une éthique du care, mais si on voulait traduire plus littéralement le titre, ce serait théorie psychologique et développement des femmes. Ensuite, la thèse qu'elle a développée a été reprise notamment, par de nombreux autres auteurs, mais notamment, plus particulièrement par Joanne Tronto. Et c'est donc à la base, en fait, une théorie psychologique, mais qui a été ensuite prise en charge par toutes sortes d'autres disciplines, et notamment la philosophie sous la forme de l'éthique, ce qu'on appelle l'éthique du care. Et elle se distingue en fait des éthiques traditionnelles, alors, qui sont nombreuses dans l'histoire de la philosophie, éthique de la vertu, éthique déontologiste, éthique utilitariste, etc. Et elle s'oppose en fait à ces différentes théories qui sont décrites comme des théories qui s'attachent à des principes abstraits, alors que l'éthique du care, en s'inspirant en fait d'une description à la base psychologique de la différence qu'auraient les femmes dans leur façon de construire leur rapport moral au monde par rapport aux hommes, c'est une éthique qui est plus attentive aux expériences concrètes, aux situations particulières, aux besoins réels des personnes, et qui du coup se manifeste plus particulièrement dans un certain type de métiers qui sont en général féminisés et dévalorisés, qui sont tout ce qui est métier du soin, soins des enfants, soins aux personnes âgées, soins des personnes dépendantes, vulnérables, etc. Alors, on trouve, alors voilà, on n'a pas inventé l'éthique du care, en tout cas une préoccupation de ce type à la fin du XXe siècle. On trouve des racines dans la philosophie antique, notamment chez les stoïciens, avec des questions autour du souci du soi ou du souci des autres. Mais l'éthique du care permet de mieux mettre en évidence, et c'est un des points fondamentaux, l'éthique du care moderne, notre interdépendance, les uns les autres, entre êtres humains, mais aussi avec le reste du vivant, du monde vivant, voire plus, si affinité, et la nécessité de reconnaître la vulnérabilité de chacun. Voilà.
Donc, alors justement, si on essaie ouais. maintenant de se mettre des images concrètes ou des illustrations, à quelle scène peut-être de la vie courante ou à quel épisode quotidien est-ce qu'on pourrait penser qui illustrerait, selon toi, et c'est une question que je peux poser également à l'ensemble du panel, qui illustrerait cette notion de care? Disons qu'il y a, alors comme je l'ai déjà évoqué, il y a déjà tous les métiers qui sont des métiers du soin, de l'éducation, l'attention aux autres, qu'ils soient vulnérables ou pas vulnérables. Mais c'est aussi tout ce qu'on peut trouver, c'est aussi une façon d'être qui dépasse largement les métiers dédiés. Ça concerne aussi les gestes d'attention, de soutien, que l'on peut avoir dans toutes les relations qu'on a, que ce soit les relations familiales, les relations amicales ou dans le milieu professionnel. C'est vraiment, de toute façon, l'éthique, même si on n'a pas toujours conscience, comme M. Jourdain n'avait pas conscience de parler en prose, on n'a pas toujours conscience de faire de l'éthique, mais en fait, on est toujours en position de faire des choix d'attitude, et donc en fait, on est toujours en position de faire des choix éthiques. Et donc cette éthique du care, même si on n'a pas conscience de l'incarner, selon la façon que l'on va avoir d'être vis-à-vis de soi, des autres vivants, on va exprimer ou non une éthique du care. Et voilà, donc ça va être, je ne sais pas, c'est peut-être pas encore assez concret, mais c'est aussi, alors c'est pas seulement une éthique individuelle, on parle aussi d'éthique du care au niveau collectif et au niveau politique, et en fait c'est important même d'en parler. C'est un vrai souci, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, d'essayer de développer, et je pense que tout le monde conviendra que le besoin existe, d'essayer de développer des institutions qui soient des institutions qui incarnent à leur façon une forme d'éthique du care, puisque souvent, au contraire, la bureaucratisation des institutions a tendance à les déshumaniser et du coup à s'écarter de l'idéal de ce que pourraient être des institutions qui prennent soin de nous. Alors, en parlant de ces institutions, justement, merci beaucoup pour tous ces éléments de définition très, très concrets. Plus concrètement encore, si je me tourne vers Katie, toi, tu as aussi une pratique, évidemment une pratique d'écrivaine dont on parlera tout à l'heure, une pratique d'artiste, mais aussi finalement une pratique thérapeutique par le biais de ta pratique de psychologie clinique. Quand on a une pratique de soins comme ça, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça nous aide à mieux comprendre la notion de care, peut-être? Comment est-ce qu'il faut se la représenter, peut-être, dans ta pratique à toi? En écoutant Sylvie, je pensais à un moment très concret du soin auquel je participe, pas moi, mais qui est la toilette. Je participais récemment à un congrès de psychiatrie où il y avait des présentations sur ce thème-là de la toilette. Donc j'ai trouvé ça un peu étrange. Et finalement, c'est un endroit où la question du care est extrêmement présente. Et cette tension que décrivait Sylvie entre les institutions qui essayent d'optimiser, d'aller vite, d'enchaîner, etc., et un moment très particulier où le soignant va accéder à l'intimité de la personne, entendre les besoins de la personne, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui a fait écho en écoutant Sylvie. Et donc dans ma pratique, alors moi je suis une psychologue un peu particulière parce que je travaille en psychiatrie de la personne âgée. Donc on est à un endroit où la vulnérabilité elle est multiple. Et les questions de dépendance et d'autonomie sont des thèmes qui traversent ma pratique de tous les jours. Je travaille plus volontiers avec des réflexions tournées vers le rétablissement, donc la question de singulariser le soin et le rapport à la personne. Mais il me semble extrêmement important d'avoir avec cette approche-là du rétablissement, donc qui va être personnel, qui va être individuel, qui va être un chemin qui ne peut pas être prescrit, d'avoir aussi cette logique du care qui va remettre l'interdépendance au cœur de la pensée du soin et le collectif, puisqu'on a tendance aussi à être dans une individualisation, surtout sur le psychisme. Ça ne va pas, on va essayer de regarder à l'intérieur de vous ce qui ne va pas et un petit peu moins travailler sur ce qui se passe autour. Quand on travaille avec des personnes âgées, cette question-là ne peut pas se poser de cette manière-là. On redécouvre
malgré soi que les personnes appartiennent à un tissu social et qu'on ne peut pas se dire qu'on va évaluer l'autonomie d'une personne sans prendre en compte son entourage. Donc le care va s'inviter de lui-même et lui faire de la place. C'est aussi se faire de la possibilité de travailler, d'avancer, de soigner les personnes, en fait, parce que c'est quand même ça l'objectif. Quand on fait de la psychologie, l'idée, c'est quand même une entrée par la souffrance. Donc on a des personnes qui sont en souffrance et qu'on va aider par plusieurs moyens, y compris travailler sur les conditions concrètes de la vie, à accéder à quelque chose de moins dur et de plus soutenable. Donc c'est vraiment, on le voit, une pratique qui est ancrée dans le présent et dans la présence aussi, cette question du care, dans la présence quotidienne au jour le jour. Il y a une autre pratique que vous avez, que nombreuses personnes autour de cette table ont également, c'est la pratique de l'écriture. Et justement, maintenant qu'on a un petit peu cartographié cette question de care, ce qu'on entend au plan historique et théorique par la notion de care, en quoi est-ce que selon vous, et je m'entends de nouveau vers Sylvie et vers Katie, en quoi est-ce que selon vous les arts et la création en particulier peuvent participer de cette pensée du care? Deux spécialistes de science-fiction. On viendra à la science-fiction plus particulièrement après, dans le volet juste suivant. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'art qui participe du care? Dans l'art en général. Dans l'art en général, ou disons peut-être dans l'accès que l'on a à l'art. On sait qu'il existe des pratiques d'art-thérapie, par exemple. Est-ce que c'est ça qu'il faut, qu'on doit garder en tête lorsqu'on se pose la question? Alors effectivement, il y a l'art-thérapie, qui a vraiment pour propos d'utiliser la pratique artistique pour servir de thérapie. Mais je pense que, disons que cette utilisation, elle vient d'une dimension, à mon sens, fondamentale de l'art et qui est en tout cas en lien très étroit avec la notion de care. Alors il y aurait évidemment énormément de choses à dire sur l'art, mais donc je réponds avec au moins une piste qui me paraît fondamentale, c'est que en fait l'art nous donne accès à des subjectivités autres. Quand on est au contact d'une œuvre d'art, alors c'est plus ou moins le propos explicite de l'œuvre, mais c'est une façon pour nous de percevoir le monde à travers une autre sensibilité. Et donc ça cultive en nous cette faculté d'empathie. Donc c'est quelque chose que vous pouvez vous-même reconnaître peut-être dans votre expérience propre, suite à la lecture d'un livre ou du visionnage d'un film. Vous avez peut-être été sensibilisé à telle ou telle question. Vous vous êtes peut-être dit, ah oui, tiens, je ne voyais pas les choses comme ça. Mais il y a même eu des travaux en psychologie expérimentale, neurosciences, qui ont démontré que lorsque les gens... Alors, c'était plutôt des travaux qui se sont concentrés pour ceux que j'avais lus sur la littérature, mais ils posaient des questionnaires à des gens après avoir lu un livre de littérature. Enfin, une partie du groupe avait lu un livre et pas les autres, et les gens qui avaient lu le livre avaient davantage développé d'empathie par rapport à une certaine situation parce qu'ils avaient pu envisager... intérioriser comme ça le point de vue d'autrui. Et pour ma part, c'est... je pense que c'est c'est une chose extraordinaire, en fait, que nous apporte l'art. Parce que j'ai, pour ma part, une très grande curiosité pour le monde en général. Mais en fait, ce monde, il est démultiplié par le regard que les autres êtres humains posent sur ce monde. Et c'est toujours extrêmement intéressant, je sais pas, de voir un film japonais ou il y a beaucoup de films asiatiques ici. Et c'est parfois pas du tout ça va être en fait dans les petits détails qui ne sont pas au centre de l'histoire, en fait, qu'on va percevoir ce regard autre. Mais en fait, cette question du regard autre, elle se... à nouveau, il n'y a pas que les autres êtres humains,
hein, et c'est là où la science-fiction est intéressante, et aussi toute une veine de la littérature contemporaine qui étend notre attention aux subjectivités animales, hein, mais donc il y a toute la question de qu'est-ce que c'est que d'être autre chose qu'un être humain, un animal, un autre animal que l'être humain. Qu'est-ce que c'est qu'être une plante? Et puis évidemment, la science-fiction s'intéresse depuis longtemps à qu'est-ce que c'est qu'être une autre forme d'intelligence, une autre forme de vie, par exemple une vie extraterrestre. D'une certaine façon, on peut considérer, avant la science-fiction, il y a eu aussi toute une tradition d'écriture, notamment d'écrits théologiques, qui ont essayé de rendre compte de ce que c'était qu'être Dieu, ou qu'être un ange, ou qu'être un démon, etc. Voilà. Et c'est en tout cas un des éléments de réponse, je pense, qu'on peut apporter, qui fait qu'on sort de l'étroitesse de sa petite expérience du monde. Par l'art. Réponse très très complète, merci beaucoup. Du coup, je me tourne maintenant vers Vincent. Puisqu'on parle de science-fiction, parmi les arts qu'on a évoqués, parmi les registres poétiques, disons, qu'est-ce qui caractérise particulièrement la science-fiction selon toi, hein, une chose que tu développes très bien dans ton essai, et en quoi est-ce que, par quel biais, par quel tissage, est-ce que tu ferais le lien entre science-fiction et notion de care dans ta lecture, dans ton herméneutique? Alors effectivement, dans mes recherches, je me suis plutôt intéressé au côté politique de la science-fiction, mais je pense qu'on peut voir tout à fait des parallèles entre les deux aspects, et notamment dans cette recherche, tu l'as beaucoup dit déjà Sylvie, de lien avec l'autre et de confrontation avec l'autre. Alors très longtemps, la science-fiction, c'était pas vraiment du care, c'était effectivement la colonisation, des récits militaristes et des choses comme ça, mais peut-être que malgré ça, on peut voir aussi un double discours en disant si on vous montre un peu les horreurs ou la conquête, on peut voir en miroir ou en réaction à ça l'aspect que peut apporter le care dans ça, en fait. C'est un peu de dire c'est ce qu'on voudrait éviter, en fait. Et je pense qu'un des grands aspects de la science-fiction, c'est ce regard sur soi et ce regard critique sur nos sociétés. Alors de temps en temps, ça peut se faire par le care, par une proposition directe, et de temps en temps, c'est justement par l'inverse, en montrant son contraire et en disant c'est surtout pas ce qu'on voudrait, en fait. Et peut-être que la science-fiction, elle a un apport à ce niveau-là, mais je pense que son principal aspect, c'est cette création de monde, de mettre des sociétés en mouvement, de décrire comment elles peuvent fonctionner et de montrer les relations sociales en leur sein, et comment on peut développer le care à travers ça et montrer comment une société de care pourrait exister. Ça, la science-fiction, elle en est capable, en fait. Et c'est un de ses grands apports. On peut penser par exemple à La Guerre des mondes de Herbert George Wells, qui décrivait, justement, qui critiquait la tendance colonisatrice comme ça de l'Empire britannique à travers l'invasion extraterrestre. C'est aussi une des choses que tu évoques dans ton texte. En tant qu'autrice de science-fiction, du coup, Katie, est-ce que tu partages les perspectives de Vincent, et qu'est-ce que la pratique peut-être de création alors, je ne suis jamais un seul truc à la fois, donc c'est toujours compliqué. La question de est-ce que l'art peut faire du bien, moi j'ai réfléchi à deux endroits différents. Donc il y a la réception de l'art, donc qu'est-ce que ça me fait de lire un bouquin? Est-ce que ça peut faire du bien? Est-ce que ça peut faire du mal? Il me semble que les deux sont possibles. Et puis qu'est-ce que ça fait de créer? Et ça, je l'ai un petit peu plus approfondi du fait de mon travail de recherche qui portait sur un dispositif d'écriture pour les patients âgés dépressifs, et avec un questionnement qui était déjà un vieux questionnement, et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion d'essayer de trouver des pistes de réponse là-dessus. Est-ce que écrire fait du bien en soi? Qu'est-ce qui fait que c'est thérapeutique parfois et pas thérapeutique à d'autres fois? Et il me semble que c'est important de se dire que ça n'est pas automatique. Il y a eu des travaux sur l'utilisation de journaux intimes, par exemple, qui sont des choses qui peuvent carrément vous intoxiquer, à dire et redire les mêmes choses et
à se replonger en permanence sans sortie dans une spirale de quelque chose qui fait du mal. Donc ce discours sur écrire fait du bien, ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, mon dispositif portait sur l'autobiographie et les questions que je me suis posées viennent de là, puisque j'ai écrit en 2012 mon autobiographie et un des commentaires les plus courants, c'était « Ah là là, ça a dû être une sacrée thérapie ». En fait, non, la sacrée thérapie, c'est la thérapie que j'ai payée à côté et qui m'a permis d'écrire ce livre, d'être en état d'écrire ce livre et de ne pas être en crise, en fait. Donc, il y a vraiment ça qui me paraît assez important à distinguer. Il n'y a pas une pratique en soi qui fait du bien. Par contre, il y a des conditions de pratique qui vont favoriser le lien à l'autre, qui vont favoriser le lien avec un thérapeute quand c'est fait avec un thérapeute, qui vont favoriser l'introspection, qui vont permettre des choses, mais c'est très souvent plus le cadre qui va fonctionner que la pratique. Une de mes blagues quand je travaillais sur ma thèse et donc ce dispositif autobiographique, je me disais, mais si ça se trouve, on aurait fait un groupe de macramé, ça aurait fait la même chose. Alors non, apparemment non, mais il y a quand même cet aspect de faire quelque chose ensemble qui est ressorti dans le discours des participants et participantes de mes ateliers, qui était vraiment très présent. Donc le fait de refaire du lien et de faire des choses ensemble. Donc ça, c'est pour la partie création. Est-ce que la science-fiction est, selon vous, un genre plus soigneux que les autres? Parce que là tu évoques beaucoup la question de l'écriture de soi, la question de le fait de tenir un journal, etc. Mais lorsqu'on crée des fictions, lorsqu'on se projette, comme tu disais Vincent, dans d'autres mondes, est-ce que là, où se trouve en fait, encore une fois, à partir de votre pratique et de ta pratique critique, pardon Vincent, et de la pratique créatrice de Katie. Et critique aussi d'ailleurs. Et critique aussi, oui, tout à fait. En fait, où se trouve la dimension de... En tout cas, pour moi, écrire de la science-fiction, c'est pas très différent. Je disais que j'écris mon autobiographie. Il y a quelque chose de l'invention et de la fiction aussi, puisqu'on ne peut pas absolument tout mettre dans un écrit, donc on fait des choix, on raconte d'une certaine manière. Là, il y avait le souci de coller à des souvenirs. Il se trouve que ces souvenirs étaient très clairs et ne partaient pas dans des choses fantasmagoriques, mais ça aurait pu, et ça aurait été quand même une autobiographie. Donc, pour moi, il n'y a pas une très grosse différence. On arrive à se raconter qu'on n'est pas dans ses écrits, mais c'est faux. À la même période où j'ai écrit cette autobiographie, je faisais Connexion interrompue, qui est un recueil de nouvelles de science-fiction, et avec vraiment cette illusion. Je me disais, d'un côté, il y a le truc un peu sale qui représente ma vie, mon histoire, que je ne souhaite à personne, et là, j'assume d'y être pleinement. Et de l'autre côté, il y a des nouvelles de science-fiction, donc qui se passent dans d'autres mondes, futuristes, dans l'espace, un peu partout, mais surtout pas à l'intérieur de moi, et je ne suis pas dedans. Et ce qui s'est passé pour ces deux livres, c'est qu'ils ont été tous les deux présentés à la librairie Caribe en fin 2012 par Hugues Robert, qui a eu la bonne idée de les mettre en parallèle et de faire gentiment les liens que je refusais de faire entre ces textes de fiction dans lesquels forcément, ils viennent d'un endroit, donc ils sont situés, ils racontent peut-être des choses qui s'éloignent, mais qui s'éloignent en ayant un ancrage qui est tout à fait réel. Donc je ne fais pas de grosses différences, en tout cas dans la démarche d'écriture, entre écrire de la fiction et écrire autre chose. La science-fiction précisément non plus. Oui, moi ça va un peu dans le même sens que ce que dit Katie. J'ai pas l'impression que la science-fiction soit, on va dire, par essence plus soigneuse qu'un autre type de fiction, qu'un autre type d'art. Mais c'est vrai que ça peut correspondre à certains contextes ou à certaines situations. Et moi, j'ai plutôt étudié un groupe assez particulier qui est vraiment celui des militantes et des militants. Et il y avait cet exemple de l'atelier de l'Antémonde qui avait fait un atelier d'écriture collective et un recueil de nouvelles qui en est sorti. Et ils expliquaient à la fin l'apport qu'avait eu pour eux la démarche. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'ils disaient que ça les a remotivés dans leur perspective militante. Ils sentaient un peu, comme beaucoup de gens autour de nous, un peu figés dans une société dont ils voient tous les défauts mais qu'ils n'arrivent pas à modifier,
compliqué et qu'ils n'arrivent pas à voir comment ils pourraient avoir une accroche dessus ou une perspective de changement. Et le fait de se réunir et d'essayer d'inventer un autre monde, celui dans lequel ils voulaient croire ou celui dans lequel il et elle auraient voulu évoluer, ça leur a un peu redonné du peps, comme ça on va dire. Ça les a remotivés à faire des choses, à essayer de créer en commun, à transmettre cette vision-là qui leur parlait. Et peut-être que là, il y avait pour eux un effet de care, s'il faut l'appeler comme ça, mais c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais en tout cas un effet thérapeutique ou utile, peut-être simplement socialement utile, qui a fonctionné pour eux par le biais de la science-fiction. Mais ce n'est pas forcément universalisable pour autant, quoi. On abordera cette question de la résistance aussi. Après, Sylvie, tu voulais aussi ajouter quelque chose à la réflexion. Oui, disons que vous aviez l'air de dire... Enfin, vous avez dit oui, on ne voit pas trop de différence. Mais moi, il me semble qu'effectivement, l'art en général et la littérature en particulier peut exprimer une forme de care, très certainement, soit parce qu'elle permet de se projeter, soit ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, ce qui peut aussi beaucoup aider les gens, c'est la possibilité de se reconnaître, de reconnaître ses propres expériences dans d'autres expériences réelles, autobiographiques ou fictionnelles qui sont rapportées. Donc ça marche avec toute forme d'art. Là où je pense quand même il y a une spécificité potentielle de la science-fiction que tu as évoquée implicitement, c'est la dimension politique en fait. Et ce que peut faire la science-fiction et que va plus difficilement pouvoir faire d'autres formes d'art, c'est de faire des propositions politiques, imaginaires, d'autres formes d'organisation sociale où on va pouvoir mieux prendre soin les uns des autres et du monde qui nous entoure. Parce que vrai qu'aujourd'hui, et puis en plus c'est le thème là, créé pour la Terre, point d'interrogation, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est en... Voilà, on constate tous que... ou presque tous, qu'il y a un problème avec le climat et qu'il faudrait qu'on se mette tous d'accord pour essayer de faire quelque chose, mais on n'y arrive pas. Parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, parce qu'il y a des intérêts divergents, parce qu'il y a une très grande difficulté à pouvoir s'unir dans un but commun qu'on n'arrive pas à suffisamment bien définir. Et ce que propose la science-fiction, ce que peut proposer en tout cas la science-fiction, c'est une façon nouvelle d'envisager ces problèmes, d'y répondre. Et ça, là, pour le coup, ça me semble quelque chose qui peut être assez spécifique à la science-fiction, parce qu'elle crée des nouveaux mondes, elle peut créer en tout cas des nouveaux mondes et des nouvelles organisations politiques, sociales, familiales, tout ce que vous voulez. Il y a cette invention fondamentale. Ça tombe bien parce que un des éléments qu'on voulait aborder pendant cette table ronde, en préparant cette table ronde, je vous ai posé la question: à quoi ressemblerait, selon chacune d'entre vous, un monde soigneux ou un monde plus soigneux? Une proposition comme ça pour un monde soigneux. Et vous m'avez proposé 3 extraits. Alors je propose qu'on les lise, un extrait par personne, en fait, pour essayer d'illustrer ce que, d'après vous, d'après votre expérience vécue, d'après votre expérience aussi de création, votre expérience d'enseignement, votre expérience de critique, comment est-ce que ces expériences, disons, font corps avec la possibilité d'un autre monde qui puisse être plus soigneux. Le premier extrait, c'est l'extrait de Katie Stewart. Alors j'ai mis effectivement ici la couverture du livre en anglais, et tu m'as très bien pris en disant oui, mais en fait moi je l'ai découverte en français, etc. Et on va peut-être de revenir sur cette question-là. Je trouvais intéressant de le mettre en anglais, justement pour pouvoir mettre en perspective l'élément dont tu m'avais parlé. Est-ce que tu es d'accord de le lire, et peut-être, c'est toujours des extraits qui sont en 2 parties, et de nous dire, ou de partager simplement en quoi cet extrait est symbolique d'un monde plus soigneux selon toi? Oui, il y a un dialogue qui fait les voix avec moi. Tu viens du futur et naturellement, tu n'as pas choisi de me rendre visite à moi plutôt qu'au président des États-Unis parce que je suis tellement importante et formidable comme personne. Pour sûr,
Ça ne s'écrit pas comme ça, ça a été corrigé. D'accord. Donc c'est pour sûr, je pense. Ok. Nous ne choisirons pas cette personne pour des raisons politiques, vu comme je comprends l'histoire de votre temps. Si quelqu'un dans la hiérarchie qui prenait des décisions, l'ordre établi, tu l'as appelé, je sais ça, même si je n'étudie pas votre histoire en réalité, je suis spécialiste de la génétique des plantes. La coloration des cellules. Connie pointa ses mains du doigt. Elle avait suivi un cours de biologie pendant sa première année. Je travaille sur une souche de courgette résistante à une forme mutante de foreur qui peut pénétrer les tiges lourdes créées il y a 15 ans. Tu es diplômé d'université? Peut-être qu'il ne la battrait pas, ou ne la volerait pas, juste de l'esclavage raffiné comme le professeur Sylvester. Qu'est-ce que c'est? Ils se fixèrent dans une confusion mutuelle. Où tu vas pour étudier, pour évaluer ton niveau, s'énerva Connie. Le niveau de l'eau? Non, en tant que société hiérarchisée, vous organisez les classes par niveau, comme les seigneurs, les comtes. Ça doit être un peu bizarre si on ne connaît pas l'histoire. Justement, c'est la question que j'allais te poser. En fait, pourquoi avoir choisi cet extrait-là ou ce texte-là en particulier qui te parle quand il s'agit de décrire un monde soigneux? Donc en fait, c'est ces femmes au bord du temps que j'ai découvert il y a 2 ans, je pense, qui est un texte qui est sorti en 1976 et qui raconte l'histoire de Connie, qui est une femme qui est psychiatrisée. Donc elle a beaucoup de problèmes, elle est socialement défavorisée, on va dire, aux États-Unis, et elle fait régulièrement des séjours dans un hôpital psychiatrique où il se produit des expériences un peu étranges. On comprend au fur et à mesure qu'elle va peut-être être utilisée comme cobaye pour une expérience pas terrible. Mais ce qui se passe avant qu'elle fasse cette découverte, c'est qu'elle a des moments qui pourraient ressembler à des moments d'absence, mais où elle rencontre des personnes du futur. Et je devrais dire d'un futur, puisqu'à un moment dans le livre, on aperçoit une autre possibilité de futur. Et dans ce futur, ce sont des personnes qui vivent dans la frugalité. Donc elle est assez déçue. Elle se dit, mais c'était pas ça le futur. C'était pas censé être des maisons en verre, des choses comme ça. Et là, elle voit des personnes vêtues grossièrement et qui cultivent des légumes. Bon, c'est pas hyper passionnant. Et qui ont aussi d'autres modes de vie. Donc, ce sont des personnes qui pratiquent le polyamour, on dirait aujourd'hui, mais je ne sais pas si en 1976, quand le bouquin est sorti, c'était quelque chose aussi courant. Et donc voilà, j'ai choisi cet extrait-là parce que c'est un extrait qui montre un malentendu. Donc ça, je pense que ça, c'est bien ressorti, qu'il y a un malentendu et qui montre aussi un futur qui, de notre point de vue, aujourd'hui, devrait être un futur vintage, puisque 76, quand même, ça fait un petit moment, et qui pourtant, quand on regarde les scénarios de l'ADEME, le premier, c'est la frugalité, et ça ressemble beaucoup, en fait, à ce que vivent les personnes du futur qu'elles rencontrent. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant pour ce côté mise en abîme, de la mise en abîme, et ce que ça dit aussi de la psychiatrie à cette époque-là, qui est assez glaçant, parce que quand on regarde comment ça se passe aujourd'hui, ça n'a pas tant changé non plus, quoi. Donc ni le rapport au futur, ni le rapport à la santé mentale n'ont énormément évolué depuis cette période un peu lointaine. Donc je suis née en 76, du coup c'est pour ça que je sens que ça fait longtemps. Donc une société qui serait déhiérarchisée, horizontalisée peut-être davantage, frugalisée ou plus frugale en tout cas, oui. Qui rejoint un petit peu l'extrait que tu as choisi toi Vincent, qui est un extrait issu d'un texte de ce philosophe dont tu es spécialiste aussi, Murray Bookchin. Je te laisse lire la première partie de cet extrait que tu as choisi. Volontiers. Ayant acquis un respect vivifiant pour son milieu naturel et ses ressources, la collectivité libre, décentralisée, donnera une nouvelle définition du mot « besoin ». La qualité et la beauté remplaceront l'obsession actuelle de la quantité et de la standardisation. La recherche de la durabilité remplacera celle de l'obsolescence. Au lieu de la valse saisonnière des styles, on appréciera les objets que l'on soigne et à travers lesquels on goûte la sensibilité singulière d'un artiste ou d'une génération.
Affranchis de la manipulation bureaucratique, les hommes pourront redécouvrir le charme d'une vie matérielle simple, désencombrée, et comprendre à nouveau ce que signifient les objets qui existent pour l'homme par opposition à ces objets qu'on nous impose. Les rites répugnants du marchandage et de l'accumulation céderont devant les actes chargés de sens que sont le faire et le donner. Les choses cesseront d'être les prothèses indispensables au soutien d'un moi misérable et aux relations entre des personnalités avortées. Elles reflèteront des individualités autonomes, créatrices et en plein essor. Qu'est-ce qui te parle dans ce texte aussi particulièrement d'actualité, même s'il date de 1971, je crois. Oui, 71. Il a écrit un peu avant. C'est un recueil d'extraits de textes qui date des années 60, qui ont été réunis dans ce recueil, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et ce qui est intéressant, moi j'ai choisi cet extrait parce qu'en quelques mots, on a presque toute la vision de Bookchin. Et on sent qu'en fait, voilà, c'était pas un universitaire, c'était quelqu'un qui avait travaillé dans une fonderie, il était ouvrier, puis là, il met un peu tout son cœur dans une société qu'il voudrait voir advenir, on a l'impression. Et on sent par le choix des mots, c'était pas quelqu'un qui mâchait ses mots comme personnalité, il était peut-être même assez loin du Caire dans pas mal de situations, mais là, il est assez percutant et assez humain. Et cette question on voit affranchir de la vie matérielle encombrée, je pense que ça peut parler à énormément de gens, et d'avoir de nouveau des objets qui durent plutôt que la valse saisonnière de nos smartphones qui durent 2 ans et qu'on doit régulièrement refaire, qu'on doit toujours renouveler en permanence. Et lui, dans sa préoccupation écologiste et anarchiste, il était vraiment pour cette promotion d'une société décentralisée où les gens pouvaient se réapproprier leur mode de vie finalement et redevenir ce qu'il nomme des individualités autonomes, créatrices et en essor. Mais c'est vraiment cette idée de dire il faut permettre aux gens de pouvoir exprimer leur en guillemets, leur vocation. C'est peut-être pas le meilleur terme, mais en tout cas qu'ils puissent aller là où ils ont envie d'aller, dans ce pourquoi ils sont bons à faire et ce qui leur plaît finalement. Qu'on retrouve dans la science-fiction, par exemple dans le cycle de la culture de Iain Banks, et dans des choses comme ça, des sociétés qui ne sont plus soumises à la survie, qui sont au-delà de la rareté, pour prendre le titre du recueil, et où les gens peuvent choisir de s'orienter vers leurs affinités propres en fait. Et c'est assez intéressant, et on va pouvoir faire le lien avec le choix suivant, où d'autres auteurs de science-fiction ont mis en scène en fait une société comme imaginée par Bookchin et son écologie sociale, et montrer comment on pourrait fonctionner autrement. Ouais. Donc, horizontalisation, déhiérarchisation, frugalité, autonomie, souveraineté. Et le dernier extrait qui est celui choisi par Sylvie, qui est tiré donc de ce superbe roman Les mains vides de Elio Posso. Je te laisse le légèrement plus récent. Pardon ? Légèrement plus récent. Voilà, c'est Elio Possoz. Je l'ai rencontré il y a 2 mois, et il m'a confirmé qu'on disait Possoz. Oui, alors c'est un roman qui est paru en 2025 aux éditions La Volte, que je crois tu as évoqué tout à l'heure. Et en fait, il faut vous dire qu'on ne s'est pas coordonné, et la question était quand même assez ouverte, mais je pense qu'on exprime... voilà, on exprime, je sais pas, ou on exprime l'air du temps, ou je sais pas, mais en tout cas, je pense que les 3, comme vous allez le voir quand je vais le lire, les 3 extraits sont assez convergents en fait. C'est Colline qui a harmonisé. Ouais, peut-être. Ouais, moi, j'ai simplement séquencé les 3 extraits, mais effectivement, on n'avait pas du tout, on ne s'est pas du tout concerté pour savoir exactement si on allait choisir des textes théoriques ou fictionnels qui convergent, et il s'est avéré que ça converge effectivement. Voilà, donc je lis le passage. Alors peut-être oui, pour mettre quand même en contexte, le roman met en scène, c'est dans un futur proche où on est au bon moment là pour en parler, où la catastrophe climatique serait advenue et la France serait soumise à de très longues vagues de chaleur. Et du coup, l'État en France serait en partie... Enfin, ça se passe en France, hein, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse. Je suppose que ce serait similaire. Mais l'État s'est en partie effondré, et il y a des communautés anarchistes qui ont essaimé un petit peu partout et qui forment un réseau qui s'appelle l'Horizome.
Et le personnage, en fait, on suit le personnage principal qui, suite à la fin de son histoire d'amour, décide, alors si je me souviens bien, il commence quelque part dans le sud de la France et il va parcourir à vélo la France jusqu'en Bretagne, en gros, pour pouvoir passer l'été avec une partie de sa famille ou en tout cas une communauté dans laquelle il avait déjà habité auparavant. Voilà, donc c'est une espèce de road trip à vélo et qui sert de prétexte pour rencontrer, disons, donc qui passe de communauté en communauté où il est hébergé. Et c'est une façon pour Elio Poços de... Il y a des principes communs qui régissent ces communautés, mais voilà, chacune après a ses propres règles. Et donc, à chaque fois, il y a un côté voyage d'Ulysse, en fait. À chaque fois, le personnage principal entre en contact d'une nouvelle communauté avec ses propres règles. Et donc là, il est plutôt au début du voyage. Donc il a été hébergé dans l'une de ces communautés et puis il entend des personnes se disputer à proximité de l'endroit où il a dormi. Et donc il sort et le débat porte sur des chèvres qui se sont échappées de leur enclos pour aller pour rejoindre une autre communauté et voilà, et il y a une dispute parce que les personnes qui élevaient ces chèvres ne sont pas contentes. Et donc l'une d'entre elles dit: en attendant, on est venu reprendre nos chèvres. Et là, c'est vrai que la typographie aide pas, donc je suis obligée de le préciser. Après, on passe en discours indirect, je ne sais pas, discours indirect libre, ou en tout cas stream of consciousness, courant de pensée du narrateur principal. Vos, éclaboussure du possessif qui aplanit tout dans un brusque silence. Les chèvres, l'eau chèvre, être chèvre, caprici, caprila, chèvric, mais nos chèvres. Tu comprends, oui, autre détail, tout le roman est raconté à la deuxième personne du singulier, pour des raisons que je laisse de côté. Tu comprends que 2 des humaines viennent d'une communa d'amont et qu'elles élèvent ces chèvres pour le lait, la laine et la viande. Les 2 autres sont des habitantes du coin qui disent leur avoir simplement offert le gîte, qu'elles ne les retiennent pas, que les chèvres ont choisi de venir ici. Des accusations commencent à ramper à la lisière des mots et mimiques. Tu sens que le mot vol, cet archaïsme de la langue pourtant mystérieusement vivace, se tient prêt à sortir. Dans nos vies végétariennes, sur toute la vallée, nous n'avons pas ce genre de friction puisque nous, de l'amoureux-réel, écrivons pour les autres casas, nous nous sommes mises d'accord. Libres sont les animaux, nos cousins, et nous ne leur prenons pas la vie, ne faisons que leur demander du lait, nous leur offrons de les débarrasser de leur laine. Elles peuvent aller où et quand leur belle, mais comme nous leur offrons des soins, de l'abri, du manger, bizarrement, elles ne s'éloignent pas trop. Et s'il nous manque œufs, litres ou pelotes, il nous suffit de descendre ou monter demander aux voisines. Voilà. Donc, j'ai choisi cet extrait parce qu'il me semblait bien exprimer ce qui m'a touchée dans le roman. Si vous voulez, comme au point de départ, c'est pas le genre de roman qui est susceptible de me plaire, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Enfin, l'histoire, voilà, ça se résume à un road trip. Il n'y a pas d'enjeu politique grandiose, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de jalousie, trahison, ou alors très... C'est pas Game of Thrones. Voilà, c'est pas Game of Thrones. Il y a pas... il y a le côté un petit peu didactique de la présentation des règles à chaque fois dans des pages en grisé. Mais il y a quelque chose de répétitif. Et il s'est passé quelque chose quand même d'assez singulier, c'est pour ça que je fais la publicité de ce livre, c'est que je suis sortie du livre en me disant « et pourquoi pas ?» Et c'est-à-dire que moi je suis assez pessimiste sur l'avenir de l'humanité, même si ma vocation de chercheuse est d'essayer d'aider l'humanité à essayer de trouver les voies qui vont
nous faire échapper à l'apocalypse. Et je suis assez pessimiste, notamment parce que voilà, je constate tous les jours la difficulté que l'humanité a d'agir de façon concertée et intelligente et dans son propre intérêt. Et le roman met en scène la possibilité, en partant du bas, en faisant en fait des communautés de gens qui développent une culture de l'entraide, de l'équité, du respect des autres, du care, pourrait-on dire. L'idée que voilà, il suffit d'y croire, il suffit de trouver un petit nombre de gens pour faire fructifier cette vision du monde et cette culture. Et peut-être que ça peut marcher. Et en tout cas, et c'est là que je pense qu'on rejoint un des éléments centraux de la table ronde, il y a l'idée, alors peut-être qu'on en discutera avec Ketty, mais il y a l'idée que si on veut vraiment, pour que le monde puisse échapper à la catastrophe, et si on veut trouver les voies d'un monde meilleur, il faut pouvoir imaginer ce monde meilleur. Il faut pouvoir déjà le rendre possible dans nos têtes, dans nos esprits, et que ça n'apparaisse pas juste comme des idées abstraites impossibles à atteindre. Et pour moi, le livre a réalisé un peu cela, et je pense que c'est d'autant plus intéressant que c'est exactement l'objectif de Matthias Echner, l'éditeur de La Volte. Et quand j'en ai discuté avec lui il y a 2 mois, je lui ai dit, mais pour moi, parmi tous les romans de La Volte, c'est un de ceux qui accomplit ce programme dont tu parles depuis des années. Et il m'a dit, oui, parce que les romans précédents étaient peut-être, étaient plus dans la lutte, dans le combat contre les forces régressives. Et du coup, ne donnait un petit peu moins l'occasion de voir comment ça pourrait être après. Et alors peut-être dernière phrase, la différence entre le monde qu'imagine Héliopossos avec ce que raconte, comment il s'appelle ? Murray Bookchin. Bookchin dans son essai, c'est que c'est pas une société d'abondance, c'est au contraire une société frugale. Et Héliopossos s'inspire, en fait, en cela, il y fait référence explicitement, d'une des fondatrices de ce mouvement, qui est Ursula Le Guin, notamment dans Les Dépossédés, dont tu parles abondamment dans ton propre livre, L'imaginaire au pouvoir, où là, on fait le pari... on essaye d'imaginer une société meilleure. C'est une question politique majeure. Est-ce qu'on doit attendre d'être dans une société d'abondance pour imaginer une société meilleure où on prend soin des uns des autres, ou est-ce qu'on doit pouvoir mettre en place une société meilleure où on prend mieux soin les uns des autres, même si on n'est pas dans une société d'abondance? On touche à la question justement du politique, qui était un peu le dernier axe de notre table ronde. Tu avais quelque chose. On est directement en lien aussi avec le titre finalement de ton essai, L'imaginaire au pouvoir. Est-ce que ça suffit d'imaginer pour faire changer les choses? Non, ça ne suffit pas, parce que rien ne suffit en soi. Et il y a un autre problème que tu as soulevé un peu involontairement. J'ai aussi discuté avec le directeur des éditions La Volte qu'on publiait. Et ce qu'il dit, c'est qu'il a beaucoup de peine à trouver des personnes qui écrivent des utopies, des histoires d'utopie, en fait, qui font quand même histoire. Et c'est vrai que c'est là où le care dans l'écriture et la science-fiction, des fois, c'est compliqué, parce que l'auteur de science-fiction, il a quand même besoin d'un problème ou d'une tension, de quelque chose. Et d'écrire sur les utopies, c'est pas si simple. Et de se projeter dans des utopies, c'est pas forcément simple non plus. Mais du coup, malgré tout, imaginez, tu l'as très bien dit, je vais pas le redire, ça nous permet de sortir un peu de cet immobilisme et de croire. Et on a besoin d'abord de croire pour avancer. C'était aussi le propos que je voulais mettre en avant. Et une des forces politiques de la science-fiction, c'est peut-être nous amener à croire, ou en tout cas nous faire envie au changement, d'aspirer au changement, en fait. Plutôt que de ressasser continuellement que non, c'est pas possible et que rien ne change et rien ne changera, en fait, avant la catastrophe. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord depuis tout à l'heure. La contradiction. Non, je ne suis pas contre, mais je pense qu'il faut quand même faire attention. Je ne crois pas que les auteurs et autrices de science-fiction
ait reçu cette mission de créer des mondes et de faire des propositions concrètes. Sylvie, tu parlais de ça, donc de faire des propositions, mais je pense qu'avant de faire des propositions, il y a quelque chose que fait très bien la science-fiction, c'est aussi interroger les évidences. Et déjà ça, je pense que c'est déjà énorme de réussir à se demander si la manière dont sont les choses aujourd'hui est inévitable ou si ça pourrait être autrement. C'est pas encore gagné que tout le monde se pose cette question-là. Et ensuite, quand les gens se sont posés la question, et quand je dis les gens, c'est pas nous sur cette estrade, en fait, c'est vous et les gens qui sont dehors. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Moi, je ne me sens pas investie de ce pouvoir de créer des mondes dans lesquels je vais amener les gens. J'ai pas été élue pour ça, et ça serait une responsabilité énorme. Et je pense que ça serait aussi mettre les artistes dans une position qui n'est pas saine. Qu'est-ce que c'est que cette idée de proposer des choses? Alors oui, on peut essayer, mais avec l'humilité des gens qui essayent. Et j'ai en tête vraiment un auteur qui disait ma mission, c'est de faire des mondes dans lesquels je vais emmener les gens. Et moi, c'est pas la mienne. Enfin, vraiment, je ne veux pas de cette mission-là. Je veux bien qu'on essaye ensemble. Et c'est pourquoi, en plus d'écrire, je mène beaucoup d'ateliers d'écriture. Est-ce qu'il faudrait que les politiciens fassent plus d'ateliers d'écriture avec toi? Je ne sais pas si les politiciens ont envie de faire des ateliers d'écriture avec moi. Voilà, ils ont eu envie d'être politiciens et d'avoir le pouvoir. La manière dont les choses sont structurées aujourd'hui, ça signe un peu des personnalités, quelques exceptions, mais voilà, qui ne sont pas tout à fait les gens qui ont envie que le monde qui leur profite aujourd'hui change. Il n'y a pas cette conviction qu'il faudrait que le monde soit autrement, ou même que le monde pourrait être autrement, parce que voilà, quand on a des chaussures sur mesure, pourquoi est-ce qu'on va essayer de prendre des chaussures qui font mal aux pieds? C'est très logique comme manière de faire. Et donc voilà, ce questionnement des évidences me semble quelque chose que fait très bien la science-fiction et que peut continuer à faire la science-fiction, que doit continuer à faire la science-fiction. En revanche, cette idée qu'il faudrait avoir la possibilité de se projeter dans quelque chose suffisamment concret pour se mettre en mouvement, j'appelle ça de la procrastination. Quand on regarde les décisions qu'on prend dans nos vies, je vous laisse une seconde réfléchir aux grandes décisions que vous avez prises dans votre vie. Il n'y en a pas tant que ça qui sont rationnelles sur le moment. On se raconte l'histoire après coup parce qu'on a besoin de donner du sens à ce qu'on a fait, mais parfois on fait parce qu'on sent qu'il faut faire. Et si on attend de voir à quoi va ressembler le monde par plus 5 degrés avant de se mettre à bouger, on sera grillé en fait. Il y a un moment où il faut se lancer, il faut tenter des trucs, on sait ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est déjà pas mal, on sait ce qui ne marche pas. C'est-à-dire, donner du pouvoir à des personnes qui veulent faire de la domination, ça ne marche pas. Laisser le pouvoir aux hommes, ça ne marche pas. Laisser le pouvoir aux riches blancs, ça ne marche pas. Enfin voilà, on sait, on a une expérience suffisamment longue de ce qui ne marche pas et quel type de fonctionnement nous mène à la perte. Qu'est-ce qu'on fait de ce savoir-là? Je ne suis pas sûre de voir des applications concrètes de ça. Et est-ce qu'on est sûr que faire autrement, ça va marcher? On ne sait pas non plus. Mais voilà, la science-fiction va peut-être nous permettre de tester par écrit des petites choses, mais personne ne sait aujourd'hui si ce bâtiment s'effondre, on n'est pas sûr de la réaction qu'on va avoir sur le moment. Et c'est OK. C'est pas grave de ne pas avoir un programme tout fait qui va nous dire tu vas faire un pas, puis l'autre, et ensuite tirer à droite, et ensuite tirer à gauche. On sait qu'il y a des gens qui meurent de faim et qu'il faut leur donner à manger. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau récit de futur désirable et positif pour faire ça? Non. Donc on sait ce qu'il y a à faire. On peut s'interroger sur pourquoi on ne le fait pas. Et je trouve que c'est intéressant de se demander pourquoi, personnellement, je ne renonce pas à tel ou tel confort dans ma vie pour faire ci ou ça. Mais c'est une autre question que de dire il nous faut des récits parce que sinon on n'y va pas. Mais justement, c'est que dans la question de la réponse au changement climatique, il a souvent été question de la dissonance cognitive. Et puis c'est des choses qui remontent aussi... alors, qu'on peut faire remonter à Aristote, mais je me contenterai de faire remonter à Hans Jonas dans le principe responsabilité qu'il a écrit en 1979, où dans les premières pages, il dit
clairement, et moi c'est quelque chose qui a nourri ma propre thèse, qu'il y a une différence entre savoir, on constate tous les jours qu'il y a une différence entre savoir de façon intellectuelle ce qu'il faudrait faire, ou ce qu'on croit en tout cas qu'il faudrait faire, et le fait de se mettre en branle et d'agir en fonction de ce qu'on envisage comme étant souhaitable. Et ce que permet la fiction, et Hans Jonas parle de la science-fiction de façon explicite comme ayant ce potentiel, mais c'est quelque chose qu'on peut élargir à la fiction ou à l'art en général, c'est de nous rendre sensibles certaines situations, et parce que justement, en plus c'est pas en contradiction avec ce que tu disais, c'est-à-dire que l'intellect ne suffit pas toujours à prendre des décisions morales valables, hein, et en fait on prend des décisions mues par la sensibilité, et ce que permet l'art, ça va être d'informer en fait cette sensibilité. Je voudrais répondre là-dessus quand même, parce que c'est une réponse immédiate, donc je ne suis pas du tout en contradiction avec ça, juste ce que je dis, c'est que en fait, qui écrit les histoires? C'est ça, c'est là où je pose la question. Pour moi, l'intérêt de faire des ateliers d'écriture avec des gens qui sont des gens à qui on ne donne pas de l'argent en disant « écris-moi un livre », ces personnes-là ont des choses à dire, et quand elles participent à un atelier d'écriture, qu'elles se racontent un monde futuriste qui va se passer dans leur quartier, elles vont à ce moment-là toucher du doigt ce que ça fait, et s'impliquer de manière un peu différente. Ce n'est pas la seule manière d'ailleurs de s'impliquer, mais en tout cas elles vont faire ensemble quelque chose qui va être faire de l'imaginaire ensemble et se projeter. Mais de demander à des auteurs déconnectés ailleurs de dire ce qu'il faut faire, pour moi c'est pas, alors je vends contre ma paroisse, achetez mes livres quand même, mais je ne crois pas que lire mes livres va vous aider spécialement, pas plus en tout cas que de faire un atelier d'écriture ou réfléchir ensemble ou vous regrouper avec vos voisins en fait pour savoir comment agir pour un monde meilleur. D'accord, voilà. Non mais je suis d'accord que si c'est participatif. C'est vraiment le côté, c'est un collectif et on est toujours dans cette vision du héros qui vient se mettre aussi dans l'activité d'écriture. L'auteur, ce héros tout seul qui va écrire une histoire trop bien et qui va vous guider, c'est la même histoire que le Messie qui vous guide, que le Führer qui dit ce qu'il faut faire, et que voilà, c'est toujours ce truc de quelqu'un tout seul qui sait à la place des autres. Moi, j'aimerais bien que les gens, ils ont des histoires à raconter. Je l'expérimente tous les jours. Les gens ont aussi des choses à faire et à dire. Moi, là où je voulais réagir, c'est de dire peut-être que le rôle de l'auteur, c'est justement pas nous dire quoi faire et nous montrer la voie et comme ça. Pour moi, c'est plutôt la fiction et l'imaginaire en particulier. Ça nous permet de remettre en question le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et se mettre cette question d'autocritique, en fait, ou d'amener un regard autre en disant, en fait, le monde tel qu'il est, il peut être différent, il peut être remis en question, il pourrait s'altérer aussi comme ça. Mais c'est vrai que ça ne va jamais servir de modèle. C'est là où je te rejoins, où je suis entièrement d'accord avec toi. L'auteur qui dit « je vais leur donner la solution, la meilleure des sociétés, c'est ceci, ça », ça ne fonctionne pas. Par contre, l'auteur qui va pointer sur quelque chose avec un essai de science-fiction, peut-être que, comme tu le dis, comme tu l'as dit, tu lis puis tu dis « ah oui, mais ça, j'ai peut-être pas pensé, ou pourquoi pas ?» Puis peut-être que ça nous dit, en fait, le monde aujourd'hui, il est ainsi, mais il pourrait être différent. Oui, peut-être que cette voie-là, qu'elle soit la bonne ou pas la bonne, de toute façon, quand on essaie d'aller dans un chemin, au bout d'un moment, ça bifurque, quoi. Mais au moins, ça nous pousse à nous poser des questions et à avoir ce lien d'autocritique et de dire qu'est-ce qu'on voudrait, en fait, et qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on vit aujourd'hui. Ça fait bouger les lignes. En parlant de bouger les lignes, on va bouger de la ligne maintenant de cette scène pour étendre. On passe au moment de questions. Vous avez sans doute des questions pour notre panel. Si on peut monter peut-être un petit peu la lumière dans la salle. Et on a un micro qui va pouvoir circuler. Y a-t-il des questions pour l'une ou l'autre des personnes sur la scène ? Que ce soit sur des questions politiques, que ce soit sur des questions de politique en disant de politique et de littérature évidemment, ou là sur la valeur de la littérature de l'imaginaire. On a beaucoup parlé de science-fiction, finalement assez peu de fantastique. Peut-être que là il y aurait aussi certaines choses à apporter. Du coup, je vais commencer moi. Ma
question, c'est surtout pour Katie. J'aimerais bien que tu poursuives ta réflexion sur le fait que de partager des ateliers d'écriture avec des personnes qui donc sont connectées à un territoire, à une localité, et aussi qui ont des vécus et une voix qui n'est pas autant écoutée ou entendue que des gens que des auteurs reconnus ou comme ça. Et notamment en lien avec ton travail avec le réseau de la pluralité. Enfin voilà, pluralité, je crois que c'est un peu le terme clé. Je trouve que c'est important que tu précises encore un peu cette idée d'être connecté à un territoire, mais aussi de donner la parole aux imaginaires d'une pluralité de personnes et de parcours. Oui. En fait, le mot pluralité, c'est un mot que j'utilise tout le temps. C'est un de mes mots préférés, juste après volupté, je crois. Et parce que je trouve que ça traduit bien la multiplicité des manières d'être au monde. Quand on regarde autour de nous, même si on est entouré de gens qui nous ressemblent en apparence, il y a plein de manières d'être au monde qui sont différentes. Et je considère que le récit va constituer une interface entre un monde très complexe et nous. Donc ça va nous donner accès à des choses qui vont être plus accessibles par le récit que ce que nos sens n'arrivent pas à percevoir. Et que si on voit le monde à travers des récits d'une seule catégorie de personnes, on n'a pas accès au monde, en fait. On a accès à une vision. Donc c'est intéressant, une vision, mais pourquoi toujours la même ? Pourquoi toujours la même histoire sur le monde ? Donc pour moi, c'est essentiel, si on a envie de comprendre le monde dans lequel on vit, et le comprendre, ça veut dire aussi savoir comment on l'habite, comment on le transforme, comment on le rend meilleur. Il faut pouvoir avoir accès à plusieurs types de récits situés de manière différente. C'est-à-dire que je voudrais entendre les récits des papis et des mamies, et puis des enfants, et puis des personnes noires, et des personnes blanches, et des personnes riches, et des personnes pauvres. Voilà, avoir accès à quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce monde qui est déjà bien compliqué, et donner aussi la possibilité à chaque personne d'apporter son expertise. On se rend compte aujourd'hui que les personnes des pays pauvres ont des savoir-faire très intéressants sur les questions climatiques. Et le vieux réflexe occidental, c'est « on va aller prendre ça alors, et puis on va l'exploiter, et puis on va faire de l'argent avec ». Alors qu'on pourrait aussi se dire, on est tous sur la même planète. Effectivement, ces personnes ont des choses à dire, et puis nous aussi, on a des choses à dire, et puis est-ce qu'on peut essayer ensemble ? Et ça peut paraître utopique, mais je n'arrive pas à imaginer, malgré ma grande imagination, je n'arrive pas à imaginer d'autres manières de faire que commencer par se dire, OK, on est tous là, donc on compte qui est là, au lieu de dire, toi, tu as le droit, toi, tu n'as pas le droit, toi, tu ne devrais pas exister. Ils sont là, les gens sont là déjà. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont là, et qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Donc voilà, en gros, ma vision. Oui. Oui, c'est pour rejoindre ce qu'elle a dit, ce que vous avez dit, parce que bon, il y a les écrivains, il y a beaucoup de mots. Pour moi, il y a beaucoup de mots ce soir, cet après-midi. Et puis, je veux dire que la science-fiction va nous montrer un monde qui peut être possible ou pas. Ça met de l'espoir. C'est pas notre monde, puisqu'on ne sait pas l'avenir finalement. Je dis pas que c'est pas bien, hein. C'est ni bien ni moins bien. Moi, je trouve que vous le dites assez souvent, ça, donc c'est très bien. Ça, j'apprécie. Mais il faut reconnaître que j'estime que toute personne a je le crois, qu'on est reliés, et puis partout sur la Terre. Et je crois que chaque personne a quelque chose de fort en elle qui peut être exprimé, qui peut être dit, qui peut être vécu, et pour soi-même, et pour les autres, sans dire c'est bien, c'est pas bien. Toi, exactement, tu as le droit, tu n'as pas le droit, c'est pas ça. Mais d'apporter quelque chose. Et comment ces personnes qui ne sont pas écrivains, qui ne peuvent pas écrire, et qui pourtant le vivent, et il y en a beaucoup, beaucoup. Sauf qu'on n'en parle pas dans les journaux, sauf que si on veut lire ce genre de choses, il faut passer par des écrivains reconnus, alors que des gens de simples citoyens, mais font des très belles choses et pourraient se réunir pour
comme faire de la couture peut-être, mais comme dans ces choses-là, mais même dans l'agriculture, même dans plein de choses, même pour le climat, même pour... Et ça, je m'excuse, mais en écoutant les infos et tout, c'est pas ce que j'entends beaucoup. C'est pas de ça que les gens se nourrissent en général. Donc c'est vrai que le moral, il fait aussi pouf. Et puis je reconnais que je suis pas optimiste non plus du tout pour l'avenir. Mais je crois en la possibilité de l'humain, si on le laisse lui donner cette possibilité-là, et je le dirais surtout aux jeunes, parce que les jeunes, ils sont beaux, on est aussi beaux, nous, mais je veux dire, ils ont des capacités, il faut leur donner ces capacités-là de pouvoir vivre quelque chose de précieux qui est à eux et qui est à tout le monde. Voilà. La question, c'est... Je voudrais répondre. Oui, vas-y, bien sûr. Comment collectiviser, j'imagine, les pratiques d'écriture et de création. Oui, et puis je voudrais répondre aussi sur la question des actualités qui nous invitent très clairement à changer d'échelle. Hein. C'est-à-dire qu'avec les informations qu'on reçoit, on a accès à tout ce qui se passe dans le monde et on se retrouve dans une situation d'impuissance et de désespoir parce que ça vend mieux, en fait, les nouvelles un peu extraordinaires. Et souvent, les nouvelles extraordinaires, elles sont pas très bonnes. Et quand on change d'échelle, qu'on regarde un petit peu autour de soi, dans son travail ou dans une spécialité, enfin quelque chose qui est plus à l'échelle humaine, il me semble que c'est là qu'on retrouve un peu de pouvoir d'agir, un peu d'espoir et un peu d'envie de s'y mettre, parce qu'effectivement, l'état de la planète, je ne me sens pas les épaules personnellement de m'y attaquer, et je pense qu'on est tous et toutes dans ce cas-là, quoi. Alors, remarque, question rebondit un petit peu sur les deux interventions précédentes. Et puis c'est vrai que oui, quand on regarde à l'échelle du monde, on peut être très découragé. Et puis même dans les milieux militants, il y a beaucoup de découragement par rapport aux effets perceptibles des actions. Et puis c'est vrai que souvent, en fait, il faut regarder à son échelle à soi ce qu'on peut faire et puis croire à l'effet domino que ça va étaler. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous pensez que justement dans toutes ces idées du Caire, que ce soit dans l'imaginaire ou dans le réel, est-ce que peut-être ce qu'il y a plus basiquement à la base, c'est peut-être juste de revenir à plus d'acceptation et de connexion les uns aux autres simplement, et que peut-être naturellement en recherchant plus le lien et la connexion les uns avec les autres, le Caire, est-ce qu'il découlerait pas plus naturellement de ça direct? Je ne sais pas c'est votre opinion là-dessus. Alors, moi, je réponds volontiers. Je pense que oui. Je pense qu'on est dans une société qui a tendance à individualiser les gens et leur dire si vous n'êtes pas bien, c'est de votre faute. Vous êtes responsable de votre vie et puis vous êtes seul face à vous-même, etc., etc. Et de recommencer à faire du lien, à amener de la solidarité, c'est par là que le Caire a des meilleures chances de s'exprimer. C'est par là qu'en fait, on va pouvoir trouver quelque chose. Là, j'ai souvent envie de dire que on n'a pas forcément de richesse, mais la seule chose qu'on a, c'est le nombre et de mettre en commun nos capacités les uns des autres. C'est le seul moyen qu'on a d'avoir du poids politiquement, quelque part, c'est de se rassembler. Et à mon avis, ça, c'est assez important. Et de dire que... non, ça m'échappe maintenant, j'avais une deuxième chose avec ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre, puis ça va me revenir. Mais... En tout cas, j'ai envie juste d'aller contre, j'aime bien aller contre, et de demander avec qui, parce qu'il y a aussi une espèce d'incantation magique de dire on va faire du collectif. Moi, j'ai des voisins avec qui je ne veux pas faire du collectif parce qu'ils veulent que je meure. Donc, comment on fait? Donc, il y a aussi ça. C'est pas magique de dire on fait du collectif. Il y a beaucoup d'histoires, je parlais de Futur Désirable tout à l'heure, qui est devenue presque une marque déposée, hein, où on sait quelle est l'histoire, on est tous ensemble, on quitte les villes, on va à la campagne, on apprend à cultiver nos trucs, et magiquement, on sait comment se concerter et prendre des décisions ensemble alors qu'on n'a jamais appris. Enfin, voilà, quelque chose un peu comme ça de magique en disant tous ensemble et le collectif, sans se donner les moyens de se dire il y a qui dans ce collectif et quelles sont les valeurs qu'on choisit d'avoir. Et donc, voilà, si on dit juste tous ensemble, je prends mon immeuble, en fait, ça va déjà pas le faire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes... qui voudraient éliminer un certain nombre de personnes de la surface de la Terre, parce que pourquoi pas.
Mais on les choisit pas toutes. Oui, non, mais Non. déjà peut-être voilà, avec commencer justement par celles avec qui on s'entend déjà la famille avec qui ça passe, les amis, les collègues avec qui on s'entend pas trop mal, et puis déjà d'essayer là de nourrir un petit peu pour que ça se renforce. Puis oui, bah, les gens avec qui ça veut pas, bah, plus tard ou quand justement il y aura le reste qui se sera suffisamment renforcé pour que peut-être on arrive à inclure ceux avec qui, voilà, c'est pas gagné. Ouais, commencer en groupe d'affinité. C'est souvent ça le terme qui revient dans ces milieux. C'est commencer avec les gens avec qui on se sent mieux. Mais après, de toute façon, à un moment donné, il faudra élargir parce qu'on vit tous ensemble en fin de compte. Et puis, faut éviter de tomber dans les clans et de justement séparer les membres de la société. C'est toujours un peu le défi du ensemble et pas ensemble, comme tu disais. Et ça m'est revenu ce que je voulais dire avant, c'est qu'à mon avis, plus les choses iront mal et plus on voit que l'entraide et la solidarité ont tendance à s'exprimer dans le besoin, en fait, et dans l'adversité, si on veut. Mais peut-être que là, on est dans des moments encore où ça va trop bien et les gens sont encore trop dans leur confort personnel et trop à perdre. Mais quand les choses vont empirer, si c'est le cas, peut-être que de l'entraide et la solidarité va réémerger par besoin, par nécessité, simplement. Ouais. Après, à voir juste comment... C'est quelque chose qu'on a remarqué donc avec mon association, le réseau Université de la Pluralité, quand on a fait une de nos dernières expérimentations qui s'appelle Citadins, Citadines. C'est des ateliers d'écriture faits avec des personnes pour parler de leur lieu de vie. Et donc, il y avait notamment des personnes à Noisy-le-Sec, donc, qui est une commune de la Seine-Saint-Denis, où on a parlé des questions climatiques qui sont déjà un problème. Hein, c'est pas dans quelques années, c'est tout de suite. Le mal logement fait que c'est déjà très compliqué, les pics de chaleur. Et ce qui ressortait des histoires était vraiment assez différent de ce qu'on a comme histoire sur le futur et le climat, parce qu'on n'était pas dans la théorie, on était vraiment dans quelque chose où l'entraide était très importante, la question de la fête était très importante aussi, et la nourriture, qui était quelque chose de central pour rassembler les personnes, à la fois sur les questions de survie, mais les questions de quel rituel tous ensemble et comment on se connecte les uns aux autres. Favoriser donc la collectivisation. Peut-être une phrase pour conclure hein, cette table ronde qui exprime assez bien ces questions de rapport entre la dimension pratique et la dimension de l'imaginaire. C'est une phrase qui se trouve dans ton essai, Vincent. L'art ne peut changer le monde, mais il peut contribuer à changer la conscience des hommes et des femmes qui pourraient changer le monde. Et voilà. Et donc peut-être sur ce mot-là, pour contribuer, pour amorcer cette conscience, ou pour nourrir cette conscience, on peut retrouver nos auteurs et nos autrices tout à l'heure à l'extérieur de la salle. Merci infiniment pour ce débat. Merci pour vos questions également. Merci encore une fois à toute l'équipe d'INIF et à Nadège Pio pour cette invitation. Et nous cédons la place au prochain événement tout à l'heure.